Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans Je C'était Podcast, votre rendez-vous hebdomadaire 100% tennis. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir deux invités dans mon podcast, deux personnalités du monde du tennis qui sont en quelque sorte liées à l'actualité de la semaine écoulée. Tout d'abord, Olivier Jeunhomme, ex-coach de Clara Tauson, qui vient de jouer la finale au WTA 1000 de Dubaï, remportée par Mira Andreeva. Donc Olivier l'a accompagné, Clara Tauson, pendant plusieurs mois, il nous en parlera. Et puis Raphaël Collignon qui vient de rentrer pour la première fois de sa carrière dans le top 100 mondial grâce à sa magnifique victoire au Challenger de Pau en France. Alors ce podcast sera divisé en deux épisodes, l'un avec Olivier pour débriefer l'actu de la semaine côté féminin et l'autre avec Raphaël pour parler de son actu bien sûr, mais aussi des surprises qu'on a vécues cette semaine au tournoi de Doha. Et cet épisode-là, eh bien, il sera réservé uniquement aux membres premium de Je C'était Podcast, que vous pouvez encore devenir gratuitement en m'envoyant votre adresse mail par message privé. Vous pourrez alors en profiter encore 2-3 semaines, profiter de mon catalogue premium et des chouettes numéros déjà disponibles depuis le mois de décembre, et ce sans engagement par la suite. Voilà, le décor est planté, je vous souhaite une bonne écoute et on retrouve tout de suite Olivier Jeunhomme. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Bonjour Olivier. Bonjour Christelle. Je suis contente de te retrouver. Moi je te aussi. remercie surtout de toujours répondre favorablement à mes invitations. On se voit, on s'entend une fois par an pour Je Sais Tes Podcasts et c'est toujours un plaisir d'entendre tes analyses. Et je vais préciser que nous sommes ici dans les installations de la Justine Hénin Academy, ton bureau en fait, hein puisque tu viens d'y être nommé comme directeur sportif. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a combien de temps là? C'est depuis le 6 janvier. Ah oui, donc Récent. c'est tout récent. Ouais. Et tu as pris la place donc de Carlos Rodriguez. Tout à fait. J'ai pris le relais de Carlos qui, lui, a quitté ses fonctions le 20 décembre. Et donc, il y a eu un petit laps de temps pour l'adaptation. Et moi, j'ai commencé le 6 janvier. Et donc, ton rôle, c'est quoi, directeur sportif de l'Académie de Justine Hénin? Donc, je suis directeur technique. Donc, c'est vraiment autour de définir les programmes pédagogiques, les programmes d'entraînement, suivre les joueurs, m'occuper des ressources humaines, donc les coachs, essayer de les former, de partager mon expérience, enfin en toute humilité. Hein. Je suis là pour les aider et les supporter, et aussi la détection des joueurs. On essaie de plus en plus de faire vraiment monter nos joueurs du programme after school, donc école de tennis vers tennis-études, et d'avoir vraiment une filière de formation des plus jeunes vers les plus âgés. Mais ça demande pas mal d'investissement, ça. Et donc, c'est pas uniquement... Parce que de temps en temps, quand on entend Justine Hénin Academy, on a tendance à penser performance et haute performance, mais c'est pas le cas du tout. C'est vraiment pour tous les élèves de tous les niveaux. Oui, tout à fait. Je pense que avec Justine, on en parle souvent, la performance, c'est plus un état d'esprit que vraiment uniquement des résultats. Je crois que c'est essayer de tirer le meilleur de chaque personne. Et puis, chacun son potentiel, chacun son projet. Mais je crois que la performance en elle-même, c'est vraiment un état d'esprit et vouloir faire les choses du mieux possible en fonction de ce qu'on cherche. Certaines personnes, c'est juste se défouler. D'autres, c'est apprendre pour pouvoir s'amuser après en famille. D'autres, c'est devenir des champions. Mais je pense que pour chaque personne, il y a une place dans le haut niveau, mais c'est plus la manière de l'approcher, quoi. Ouais, mais vous avez quand même un gros pôle destiné Tout à fait. aux meilleurs. Oui, tout à fait. Et parce que ça représente quand même une vingtaine d'étudiants. Oui. Donc on a 24 places maximum. Là, il y a une vingtaine de places qui sont prises. C'est des enfants qui font tennis-études ou alors qui sont dans le High Performance Programme et qui s'entraînent tous les jours, toutes les semaines, tout au long de l'année. Une vingtaine d'heures par semaine, voire plus. Oui, on est à plus que ça. Ouais, on est entre 25 et 30 heures semaine. Ah oui. Et ils vont à l'école en même temps, ils combinent avec l'école? Tout à fait. Alors certains d'entre eux sont en programme tennis-études, donc ce qu'on appelle le tennis academics. Donc là, c'est vraiment un mixte entre préparation physique, préparation tennistique et école. Et dans les high performance, là, c'est des gens qui se consacrent que à la partie tennis. Mais qui utilisent plus souvent notre académie comme une base d'entraînement, parce que c'est en général des joueurs un peu plus âgés, quoi.
Alors toi, en tout cas, tu as toujours été investi dans le haut niveau. Tu as notamment été coach de Marina Zanevska, d'Irina Kromacheva, numéro 1 mondial chez les juniors, de Diana Yastremska, qui a d'ailleurs été éliminée la semaine dernière au 3e tour par Swiatek à Dubaï, et puis de Clara Towson, passée du top 300 à la 33e place mondiale pendant que tu la coachais. Donc une sacrée évolution pour cette joueuse que tu as connue très jeune. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu son passage ici à l'Académie? Alors, ça remonte maintenant déjà à 4 ou 5 ans, ça ne me rajeunit pas. Et quand elle est arrivée, elle sortait des juniors, donc elle avait gagné l'Australian Open et elle voulait faire sa transition vers les pros. Et elle voulait organiser ça, enfin les parents voulaient organiser ça au mieux. Ils avaient entendu parler de moi depuis un certain temps et de mon travail. Et donc, ils sont venus se présenter ici. Clara a fait un test. Elle avait quoi alors, 15-16 ans? Elle avait, 16 ans. Et elle est venue faire un test et ça lui a plu, parce que c'est important aussi, il faut se sentir à l'aise pour travailler. Et on a commencé à travailler fin d'année par une grosse période foncière. Et puis, on a commencé à partir sur les tournois. Malheureusement, le Covid est arrivé. C'est vrai. Ouais. Ça n'a pas été évident, mais bon, on a passé toutes les étapes. Elle était ici avec ses parents, alors, venant du Danemark? La maman était tout le temps ici, toute l'année. Comme Marina Vanzanevska, d'ailleurs, à l'époque. Oui, tout à fait. Moi, j'insiste toujours quand je prends des filles comme ça, commence à travailler avec elles, je pense que c'est important qu'il y ait un parent qui soit là. Pas toujours possible, mais quand c'est possible, moi, j'insiste sur ça. Et la maman, c'était possible. Elle faisait du travail en télétravail, donc c'était plutôt gérable pour elle. Je crois que c'est une question d'équilibre, surtout pour les filles. On a travaillé pendant presque 4 ans ensemble. Ah oui. Avec des moments un peu plus compliqués, parce que les premiers tournois qu'on a refaits, je me souviens, avec le Covid, on restait une semaine enfermé dans une chambre avant de pouvoir jouer. Donc c'était pas évident. Vous avez changé des textos ou quoi? Oui, c'était très compliqué, la période de reprise de tournoi après le Covid. Mais bon, ça a été une période qui a permis de se renforcer. Et mentalement, c'était vraiment très difficile. Elle a réussi à le traverser. Comment elle est passée comme ça de la 300e place à la 33e? C'est vraiment un cheminement qui a été très rapide. Comment est-ce que tu as vécu cette évolution et comment toi tu la voyais gravir les échelons? Bon, quand je l'ai vu jouer la première fois, je me suis vite compris qu'il y avait du potentiel, ça c'est sûr, il ne fallait pas être un génie. Maintenant, je pense que ce qu'il fallait faire à l'époque, comme beaucoup de filles qui sortent des juniors, c'était mettre un peu de rigueur dans son jeu. Ce qui caractérise quand même le tennis junior, c'est l'irrégularité, le manque de structure tactique. Et donc, elles ont un peu l'habitude de jouer tout au one shot. Ouais. Et donc, même si elles sont très très bonnes en junior, il faut quand même reprendre certaines choses à zéro. Et elles se rendent vite compte que quand elles sont face à des filles du top 250, parce que quand on a été top 5 junior, on a très facilement un niveau aux alentours de 300 WTA. Okay. Il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais sans vraiment travailler très dur. Une fois qu'on arrive aux alentours de 300, 250, là, le mur se trouve. Il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à le passer si elles ne font pas le travail nécessaire. Ça, c'est le premier élément, c'est que Clara, elle était tout à fait disposée à travailler dur. Elle avait conscience de cette situation-là. Elle avait déjà joué des filles. Elle se rendait compte que ça calait à certains moments. Et donc, elle a mis les moyens. Et donc, le fait déjà qu'elle accepte de s'expatrier, de venir s'installer ailleurs, c'est pour moi déjà un signe, une grande motivation, de l'envie d'avoir un projet, et de faire ce qu'il faut. Ouais. Donc, ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est déjà une grosse étape. Et ensuite, la qualité du travail qu'elle fournissait chaque jour, la remise en question qu'elle faisait, accepter d'affronter l'échec en essayant des choses différentes et en essayant d'améliorer ses coups, et aussi son approche tactique et physique des choses. Et je pense que grâce à ça, elle a réussi à très vite évoluer parce qu'elle n'a pas mis de barrière elle-même en se disant non, ça je veux pas remettre en question, non, ça je veux pas essayer, ça je veux pas essayer. Elle te faisait confiance en fait, sur toute la ligne. Oui, je pense. Je pense, mais je pense aussi que c'était une certaine ouverture d'esprit dans l'approche que je proposais, quoi. Ouais. Quelles aptitudes, selon toi, sont les siennes? Quelles sont ses plus grosses forces?
Quand elle est arrivée, elle était extrêmement puissante. Un service qui était déjà de bonne qualité, et puis une capacité à agresser du fond du cours. Et donc, on a essayé d'amener une certaine consistance là-dedans et d'y amener une certaine variation, parce que c'était une fille qui était déjà capable de faire pas mal de choses, mais il n'y avait pas d'ordre du tout, quoi. Donc elle avait un slice, par exemple, qu'on a beaucoup travaillé, mais qui était déjà correct, mais elle n'avait aucune idée de comment l'utiliser. Or, maintenant, quand on observe ce qu'elle fait en revers, on voit qu'il y a beaucoup de slices, en fait, mais qu'elle a très longtemps cherché comment le placer, comment l'amener et comment le faire. J'ai même eu une phase où je lui ai même interdit en match, en fait, de faire des slices. Elle l'utilisait trop. Parce que justement, elle l'utilisait de manière vraiment insensée. Donc, se dit, OK, on va d'abord essayer que tout soit solide du fond du cours. Et puis, on amènera de la couleur dans son jeu, quelque chose de plus varié, etc., mais quand ça a du sens. Et donc, petit à petit, une fois que son jeu s'est consolidé, on a commencé à mettre plus de variations, parce qu'elle aimait aussi beaucoup faire des amortis et tout ça, mais voilà, de manière complètement insensée. Donc, d'abord, on a remis tout ça très, très costaud, que ce soit tactiquement et physiquement, et de proposer un combat à l'autre pour qu'elle soit suffisamment solide pour le faire. Et puis après, quand elle s'est retrouvée à être très solide, et ce qui a fait que les résultats ont commencé à augmenter, commencer à mettre des variations pour jouer les meilleurs, et alors à ce moment-là, vraiment pouvoir les perturber, quoi. Donc c'était ça l'idée, parce que je trouvais qu'elle avait déjà des capacités à mettre de la nuance dans son jeu, mais elle essayait de mettre de la nuance alors que les bases n'étaient pas encore assez solides, quoi. Et est-ce que Justine l'a aidée dans ce processus, elle qui a un plus beau slice probablement que le circuit féminin est connu? Oui, elle est intervenue plusieurs fois de manière spontanée, mais aussi à ma demande, parce que justement ce côté un petit peu utilisation de la puissance, mais aussi de la variation dans le jeu, elle avait beaucoup à apprendre à Clara, mais aussi je pense que Justine a beaucoup à apporter aux athlètes sur la gestion de la carrière, certains aspects au niveau mental des choses. Elle a beaucoup à apporter aux athlètes par rapport à ça, parce que performer le jour X à chaque fois, c'est pas donné à tout le monde. Et donc par rapport à ça, comment se préparer à vraiment être prête psychologiquement à chaque jour, comment gérer les différentes étapes dans des tournois. On ne va pas jouer un premier tour comme on joue un quart ou une demi ou une finale. Tout ça, c'était très intéressant pour Clara, parce qu'elle avait quelqu'un qui l'avait fait, qui avait prouvé qu'elle savait le faire, et comment approcher les choses, tout en respectant forcément la personnalité de chaque personne. Mais il y a quand même des clés, et elle connaît ces clés, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir côtoyer quelqu'un qui a ces éléments-là. C'est sûr. Donc au-delà de la partie tactique, technique qu'elle maîtrise, il y a aussi beaucoup d'éléments au niveau de la gestion mentale des choses. Elle est très, très, très compétente là-dedans. C'est vrai que quand tu me parles du slice de Clara et que je connais le slice de Justine, je me dis elle a dû certainement pouvoir lui apporter des éléments techniques aussi. Tu t'en inspires du jeu Justine, par exemple, pour apprendre aux autres? Oui, il y a des choses. D'abord parce qu'on a la Justine Academy, donc autant en profiter. Sur certains aspects du jeu, c'est quand même une référence. Oui, bien sûr. Notamment sur le slice. Alors, je ne veux pas l'enfermer là-dessus, mais au niveau tactique, il y a des choses que Carlos et elles ont développées, une manière d'approcher le jeu tactique par rapport au développement du jeu qui est devenu de plus en plus puissant, de plus en plus rapide. Et donc, il fallait mettre des schémas tactiques spécifiques pour arriver à contrer un peu toutes ces filles ultra puissantes qui arrivaient. Donc ça, je m'en suis inspiré aussi. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Carlos et de pouvoir beaucoup discuter avec Justine. Donc j'ai appris beaucoup de choses au début de ma carrière. Et puis je l'adapte au type de joueuse auquel j'ai affaire, parce que j'ai pas toujours affaire qu'à des filles ultra puissantes. Je parlais de Irina Kromacheva quand j'ai commencé avec elle. Là, j'ai commencé, elle avait 12 ans. J'ai terminé, on avait 21.
c'était pas une fille très puissante, c'était plutôt une fille qui jouait en nuances, en toucher, etc. Il a fallu quand même adapter un peu les choses, quoi. Voilà. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui sur le circuit. Ils jouent tous très vite, très fort. On en parle souvent avec Philippe dans le podcast et ça manque tellement de variété. C'est tellement chouette de voir monter sur le terrain une Karolina Muchova et tout son panel de variations. C'est quand même ça qui est agréable. Mais est-ce qu'on peut encore être performant aujourd'hui sur le circuit avec un jeu plus comme celui-là ? Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec des filles, donc d'abord je nuance cette partie-là. Moi, je pars quand même du principe qu'il faut essayer de comprendre le fonctionnement du tennis féminin. On sait que les femmes ont moins de capacité physique, c'est génétique, on ne peut pas le faire autrement. Donc vouloir qu'elles développent de la puissance avec des effets, c'est plus compliqué. Okay. Et donc je pense que le tennis est devenu ce qu'il est parce que pour compenser ce manque de puissance, elle joue beaucoup plus à plat pour ne pas se faire agresser. Donc finalement, j'attaque parce que l'attaque c'est la meilleure défense et donc le jeu devient très rapide et forcément très stéréotypé et surtout au début de l'échange parce que le but est de ne pas se laisser prendre tout de suite à la gorge, de ne pas être dès le départ mis à la rue, quoi. Mais la manière dont elles le font, c'est lié au manque de puissance. Alors il y a des filles qui arrivent à le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Ça demande un gros travail de fond pour développer toutes les qualités qu'il faut pour le faire. Et l'élément suivant pour moi, c'est donc l'élément tactique. Et donc de passer par certains schémas et certaines zones de jeu pour contrôler le début de l'échange. Et ensuite, quand le tempo va peut-être se ralentir un petit peu, là, je peux placer certaines variations dans le jeu. Okay. Mais je trouve que maintenant, chez les filles, le service +1 et le retour +1, donc les 4 premiers coups, très, très, très rapides, très puissants. Donc placer une variation là-dedans, c'est devenu très compliqué. Ouais. Donc il faut quasiment trouver des moyens tactiques pour temporiser et pour parvenir à garder le contrôle de la balle. Ouais. Et puis, une fois que cette phase du jeu est passée, de pouvoir essayer d'amener quelques variations. Ouais. Mais je suis d'accord, là par contre, il y a peut-être une partie des filles qui ne consacrent pas suffisamment de temps à développer cette partie-là, oui. Alors que là, il y aurait moyen. Mais je crois que moi, je suis toujours très prudent de comparer le tennis féminin avec le tennis masculin. Je pense que c'est pas le même tennis, c'est pas les mêmes capacités physiques. Ça, tout le monde le sait. Et donc, je crois que vouloir faire jouer les filles comme les garçons, il y a des moyens de le faire d'une certaine manière, mais pas. On ne pourra jamais demander à une fille de jouer comme un garçon, quoi. Oui, sauf que Aryna Sabalenka, quand on voit ses statistiques au niveau de la puissance du coup droit, elle dépasse parfois les coups des garçons. Donc. Oui, elles ont les capacités physiques. Certaines, j'ai envie de dire certaines, oui, mais là, je crois que comme quand toute chose, je ne sais plus qui m'avait dit ça, on détermine la valeur d'un système par son maillon le plus faible. Donc, prendre peut-être l'une des filles les plus puissantes de l'histoire du tennis avec Serena Williams. Oui. Voilà, c'est pas facile parce que ça représente peut-être 1% des filles qui jouent au tennis au haut niveau. Toutes les autres sont moins puissantes. C'est sûr que j'ai déjà vu Sabalenka jouer ou à l'entraînement. Elle est capable de produire un lift quasiment comme un homme avec beaucoup de lourdeur dans sa balle. Je crois qu'elle frappe à plat, moi. Mais oui, mais quand elle veut, elle est capable de jouer lifter. Ça, elle peut le faire. Mais après, de nouveau, si j'ai quelqu'un qui frappe très fort devant moi, est-ce que j'aurai le temps de reproduire un lift ? C'est toujours la question, en fait. Est-ce que le jeu de l'autre me permet de produire le jeu que moi je souhaiterais faire ? Et donc, ça me pousse peut-être à jouer à plat dans les premiers échanges. Mais je crois que c'est pas facile de jouer comme à la manière d'un homme pour les femmes. Oh oui, non, mais tant mieux. Ce qui est amusant, c'est que tu parles de Clara et de la manière dont elle a appris à utiliser la variation. Et là, elle a battu Aryna Sabalenka, numéro 1 mondial. Alors, je ne sais pas si tu as vu le match ou si tu as vu des extraits. Non, j'ai pas vu le match, j'ai vu des extraits, oui. Mais on dit toujours que pour déborder Sabalenka, il faut taper plus fort qu'elle et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Peut-être Coco Gauff, peut-être Rybakina. Mais ici, c'est la force, à ton avis, de Clara qui a permis de déborder Sabalenka ? Je crois que Clara, quand elle est dans un bon jour, elle est capable de combiner
la puissance, la variation. Si son service, elle est dans un bon jour et qu'elle sert bien, elle va tout de suite prendre l'avantage. Quand elle voit quand elle est dans un bon jour, elle voit très bien au retour. Donc elle peut combiner vraiment toutes les qualités d'une fille du top 10. Ce qui lui a manqué, elle a eu des gros problèmes physiques, ce qui a perturbé sa carrière jusqu'ici. Maintenant, j'ai l'impression que les choses sont en train de se stabiliser. Mais donc, si elle commence à prendre confiance, et elle a gagné un tournoi, là, elle n'avait plus gagné un tournoi depuis très longtemps, elle a gagné un 250, donc ça l'a remis en confiance. Elle arrive là avec les matchs, pas de pépins physiques. Donc Clara, si elle n'a pas de pépin physique, que la confiance arrive avec la victoire dans les matchs, il faut aussi l'arrêter, parce que c'est aussi quelqu'un qui est grande, qui physiquement est très puissant. Et si elle met un peu de variation dans son jeu, ça devient très compliqué à jouer. Donc je ne veux pas la comparer à Sabalenka, parce que quelque part, elle n'a pas le palmarès, mais c'est quand même, en termes de style de jeu, c'est très proche. Elle est capable de gagner un grand chelem, selon toi ? Je le souhaite pour elle, vraiment. Mais il y a encore à voir au niveau mental si elle est capable de mener 15 jours de suite, de rester concentrée, si physiquement... Moi, c'est là la question, c'est physiquement, au niveau de sa santé, si ça peut tenir, quoi. Parce qu'il faut répéter les performances sur 2 semaines. Ça, c'est quand même autre chose. Donc, c'est plus au niveau mental et physique de voir si elle va être capable de le faire. Mais par rapport à l'aspect tennistique des choses, moi, je pense, oui. Ouais. Aujourd'hui, là, elle est 23e mondiale. Elle a pris 15 places grâce à sa finale à Dubaï. Elle peut aller jusqu'où ? Tu penses qu'elle peut rentrer dans le top 10 ? Ou ça, c'est peut-être un peu... Non, quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'ai toujours pensé qu'elle pouvait rentrer dans le top 10. Qu'elle en avait le potentiel. Et ces pépins physiques, ils viennent d'où ? Son dos. Ah oui. Ouais, elle a eu des gros problèmes au dos. Et donc, ça a vraiment handicapé, je vais dire, quasiment 2 saisons de suite. Et elle a que 22 ans. Ouais. Et elle est 23e mondiale. Ouais. Donc imagine si elle n'avait pas eu ça. Oui, tout à fait. Donc, c'était vraiment elle a vraiment eu un gros pépin qui nous a obligés à beaucoup bouger, à aller voir des médecins un peu partout, à trouver des gens pour essayer de la soigner. Et puis... pas vraiment eu de solution miracle, parce que c'était quelque chose de génétique. Donc pas possible de passer à côté. Elle a dû faire un gros break. C'est là que notre collaboration s'est arrêtée. Elle a dû recommencer vraiment tout doucement par le bas de l'échelle, reprendre. Donc ça montre encore une fois la personnalité de la fille, c'est qu'elle accepte de se laisser descendre dans le classement, de se soigner, de retravailler, de repartir sur des 25 000 et des 60 000. Au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, donc repartir sur des futurs. Donc c'était... Voilà. Et maintenant, elle est revenue même meilleure qu'à son top. Donc je suis content pour elle. Tu as toujours des liens avec elle ? J'ai toujours quelques contacts, mais voilà, sa carrière, moi j'ai encore des contacts avec ses parents. Pas des choses extraordinaires, mais quand elle fait un bon résultat, je suis content pour elle. Je leur envoie un petit message pour les féliciter. Parce que c'est des gens aussi... faut pas oublier, les familles qui font ça, c'est des sacrifices de dingue. Et donc, chapeau à eux. Tout ça, c'est des efforts, c'est une équipe. Et elle n'a pas eu envie de repartir avec toi ? C'était compliqué. C'était compliqué parce que moi, d'abord, je suis un peu, pour être honnête, fatigué des voyages et tout ça. Donc moi, je lui ai fait savoir à un moment que je voulais retourner... vers l'académie et pouvoir me consacrer à la formation des jeunes. Et donc, je ne pense pas qu'elle a pris contact suite à ce message. Parce que moi, après Clara, j'ai travaillé avec Lulusun. Et puis après, j'ai travaillé avec une jeune joueuse canadienne, Victoria Mboko, qui fait un super début de saison là. Mais là, j'ai vraiment envie de me consacrer à essayer de reprendre maintenant avec des joueurs et des joueuses plus jeunes et essayer de refaire un peu ce que j'avais fait à l'époque avec Irina Kromacheva. Mais, les amener vraiment vers le top. Oui, c'est ça. Et les prendre plus jeunes et essayer de refaire... Ça, en toute humilité, je pense que j'ai vraiment essayé de faire... Ça a été un leitmotiv dans ma carrière, d'essayer de performer avec des joueurs et des joueuses à différents âges. C'est des processus, c'est un métier différent à chaque fois. Voilà, ça me passionne. Et comme il faut être lucide, comme je veux moins voyager, je ne peux pas prétendre que je vais continuer à jouer à travailler avec des joueurs du top.
Mais je peux continuer à aider des jeunes joueurs à aller vers le top. Ça, je pense que j'en ai vraiment les capacités, quoi. Et ici à l'académie, il y en a, parce que je me souviens très bien, hein, la fois où Clara s'était qualifiée pour le tableau final à Roland-Garros pour la première fois. J'étais venue faire un petit reportage ici quand je travaillais encore au journal L'Avenir, et tous les jeunes de l'académie l'avaient applaudi. C'était assez sympa comme atmosphère. Ouais. Il y en a d'autres comme ça, des jeunes qui sont de potentiels futurs Clara Towson ici à l'académie? Alors oui, on en a plusieurs. On a un garçon là qui vient de faire quart de finale à Auray, qui est un des plus gros tournois de moins de 12 au monde. Je parle de lui en premier parce que c'est un Danois. Excellent. Décidément. Oui. Et donc, voilà, il est très prometteur. Il s'appelle comment? Il s'appelle Silas. Je vais essayer de dire le nom de famille. Freithof. Ok. C'est pas facile à dire. C'est pas mal ton danois. Et donc, j'ai pratiqué un peu. Hein, et donc là, c'est un jeune talent qui promet beaucoup, je pense. Mais à 12 ans, c'est évidemment très difficile à dire. Mais... voilà, il travaille bien, il a la bonne mentalité de nouveau, donc voilà, des parents qui s'investissent beaucoup, qui ont déménagé pour venir vivre en Belgique, donc voilà, il y a encore beaucoup de cases qui sont cochées. On a 2 filles qui font partie des meilleurs moins de 14 belges, et qui se forment ici et qui montent petit à petit, puisqu'il y en a une, elle était déjà là moins de 12, et donc elle est passée, elle a fait ses moins de 14 ici en allant se qualifier pour les petits As à Tarbes, donc c'était bien aussi. Leur nom, c'est comment? Alors ça, c'est Michaela de Hert. Ah oui, connu. Puis on a Sofia avec son nom de famille est imprononçable pour moi. Elle est d'origine russe, je sais pas dire son nom, je suis désolé. Tu viens de parler danois, tu peux bien parler russe. J'aurais bien voulu, mais là c'est trop un peu compliqué. Ok. Je crois que ça se dit Jrejdova. D'accord. Mais je suis pas sûr du tout. Après, on a un garçon qui, lui, est dans les moins de 18, qui est belge, qui est Nicolas de Faïs, qui fait partie des meilleurs garçons de Belgique. Et puis, on a une jeune chinoise qui est venue en test, qui s'appelle Yihan Chu, qui a 15 ans, qui est top 100 junior. Wow. Et voilà, là, on est encore en discussion, mais ce serait un beau projet aussi. Ouais. Et je pense que si on voulait avoir 4-5 projets maximum sur le groupe de 24. Oui. Donc on s'arrêtera là pour essayer d'aller le plus loin possible avec ces projets-là. Sachant que des projets comme ça, c'est 2, 3, 4 ans maintenant, c'est déjà une belle période. Oui. Donc, et après, ils volent de leur propre aile. Oui, parfois, je pense qu'il faut qu'ils changent de crèmerie, comme dirait l'autre, pour apprendre différentes choses et pour voir le monde. Mais aussi, par exemple, une fille de 15 ans, après 3 ans, elle a 18 ans. Maintenant, ces filles, le top, elles sont déjà sur le circuit, quoi. Oui. Et donc, à un moment, il faut un coach qui est capable de voyager à l'année tout le temps avec. Elles n'ont plus forcément besoin d'une base d'entraînement. Oui. Donc, c'est une autre partie de leur carrière qui commence. Ici, à 14-15 ans, il faut encore avoir il y a plus d'entraînement que de matchs, finalement. Donc, il faut encore une base d'entraînement. Il faut encore des gens qui ont l'expérience pour le faire. Oui. Et donc... je pense on a une carte à jouer comme académie à ce niveau-là. Tu me tends une perche idéale pour revenir, parce que je me suis un petit peu égarée, mais par rapport à Clara et cette finale au WTA 1000 de Dubaï, et cette incroyable performance de Mira Andreeva, 17 ans, et qui devient la plus jeune lauréate d'un tournoi WTA 1000 de l'histoire grâce à sa victoire justement sur Clara Towson, donc cette 6-6-1, je vous l'avais dit. Mais ça, c'est quand même extraordinaire. Quand tu viens d'évoquer là le parcours et le cheminement pour arriver au top, 17 ans, qu'est-ce qui fait de Mira Andreeva une telle exception? Comment on peut arriver si jeune au top comme ça? Il faut que d'abord tout se passe bien. Oui. Que tout le cheminement se passe bien, il ne faut pas de pépins de santé, il faut croiser les bonnes personnes au bon moment et faire preuve d'une grande maturité. Je pense qu'elle a ça sur le terrain. Il y a encore quelques temps, on la voyait parfois être complètement déstabilisée. Tu veux dire tactiquement ou... Non, mentalement, oui. elle a encore eu, jusqu'à 1 an ou 2, à certains moments, on voyait que, notamment à Roland, je crois que j'avais vu un match, elle était vraiment complètement tétanisée par l'enjeu, etc. Mais c'est un peu la même chose, je trouve, que Coco Gauff, c'est qu'elles ont la chance, vu leur niveau de jeu, de vivre des expériences
important très tôt dans leur carrière. La chance pour toi? Alors oui, ça dépend pour qui. Alors quand on est prêt à le gérer, oui. Quand on n'est pas prêt à le gérer, ça peut être un problème. Donc qu'est-ce que je veux dire par gérer? Si on est capable de l'assimiler, quel que soit le résultat, d'en faire non pas une défaite, mais une opportunité d'apprendre quelque chose, quoi. Je pense que cette joueuse, elle est capable de le faire. Donc, elle a eu des moments très difficiles. Elle est montée très vite au classement parce que je pense qu'elle a beaucoup de talent. Mira. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis après, de se dire, chaque fois que j'affronte une difficulté et que j'ai entre guillemets un échec, mais il faut l'appeler, c'est comme ça, c'est un échec, mais elle le voit pas comme ça, elle en fait une opportunité d'apprendre quelque chose. Et donc, au fur et à mesure, du coup, elle arrive à chaque fois à être meilleure et à proposer quelque chose de plus difficile, tactiquement, mentalement, de proposer un challenge de plus en plus fort aux meilleures joueuses, quoi. Et c'est pas très étonnant pour moi de la voir là où elle est. Alors, je l'ai peut-être pas à cet âge-là. Oui, parce que là, elle rentre dans le top 10 mondial. Ouais, c'est très jeune. Moins de 18 ans. Ouais. Ça n'était plus arrivé depuis Nicole Vaidisova en 2006. Mais c'est un objectif qu'elle s'était fixé pour la fin de l'année 2025. Là, elle a expliqué en conférence de presse. Elle était étonnée d'y être déjà arrivée. Mais c'est vrai, quand on arrive aussitôt au top, c'est comme Coco Gauff, on a l'impression de voir là depuis des années, limite d'être déçue quand elle fait qu'une demi-finale en Grand Chelem. C'est parfois peut-être même un peu trop tôt pour arriver là où on s'est fixé des objectifs. Ça va être le challenge pour des filles comme ça, c'est de refixer tout le temps des nouveaux objectifs pour rester motivées, garder cette motivation intrinsèque qui leur permet de continuer à accepter l'échec, la remise en question qui vient de l'échec et le travail qui vient de cette remise en question. Et de se dire, OK, je veux ça, et pour ça, je suis prêt à faire ça. C'est la clé dans tous les domaines, mais de voir comment, un Coco, on voit que c'est un peu plus compliqué pour l'instant. Elle a gagné un Grand Chelem, elle est rentrée top 10. Andreeva, je crois que c'est différent de Coco Gauff, elle a encore des challenges à relever. Elle peut encore monter dans le classement et viser la place de numéro 1 mondial, et puis surtout gagner son premier Grand Chelem. Ce qui est quand même le rêve de n'importe quel joueur. Je pense que c'est d'abord gagner un Grand Chelem et puis essayer d'être numéro 1 mondial. Donc là, il y a encore du chemin à parcourir, alors que Coco a déjà réalisé tout ça. Donc, challenge est, je pense, plus important pour elle en termes de motivation. Et Mira Andreeva, elle n'a perdu qu'un seul set cette semaine en écartant dans l'ordre Elina Avanesian 6-2, 6-1, puis Marketa Vondrousova, ancienne vainqueur en Grand Chelem, 7-5, 6-0. Peyton Storms au troisième tour, 6-1, 6-1. Et puis la grosse performance de la semaine avec cette victoire sur Iga Swiatek, 6-3, 6-3. Pas une petite victoire en plus. Ensuite, elle a dû davantage batailler en demi-finale face à Rybakina, 6-4, 4-6, 6-3, avant de s'imposer donc face à Clara Towson en finale. L'année passée, elle s'était illustrée aussi en devenant à Roland-Garros la plus jeune demi-finaliste en Grand Chelem depuis Martina Hingis à l'Open d'Australie. Est-ce qu'il y a d'autres joueuses qui t'impressionnent comme peut le faire Mira Andreeva sur le circuit aujourd'hui? Des joueuses que tu vois vraiment, outre les 4 principales qu'on cite tout le temps, Swiatek, Rybakina, Coco Gauff et Sabalenka. Il y en a d'autres qui, pour toi... À ce point-là, non. Honnêtement. Non. Okay. Il y a toujours un espèce de turnover chez les filles lié à différents facteurs, mais je crois quand même que ce qu'elle est en train de faire de manière constante sur les dernières saisons, c'est quand même assez impressionnant. Ça la place certainement dans la lignée des meilleures joueuses, quoi. Oui. Et comme je le disais, la manière dont elle réagit, je pense que c'est d'ailleurs cette demi-finale à Roland-Garros que j'avais regardée, où elle avait eu vraiment beaucoup de mal au niveau mental à passer le cap. Mais je vois que là, maintenant, elle réagit complètement différemment. Ça veut dire qu'elle a appris de ses expériences. Oui. Et faire ça à cet âge-là, c'est quand même pas, c'est pas évident. C'est un signe. C'est fou. C'est un signe. Et puis ici, elle a fait appel
À un moment, je ne sais pas si elle est encore coachée par elle maintenant, mais par une ancienne Conchita Martinez. Ouais, elle est toujours avec elle, bien sûr. Et qui a beaucoup d'expérience et qui a été une très bonne joueuse elle-même, et puis qui a ensuite travaillé avec des très bonnes joueuses comme Muguruza. Oui. Donc, qui lui partage toute sa connaissance au niveau mental, au niveau la gestion des événements, etc. Ça doit aussi beaucoup l'aider. Ça fait un plus par rapport aussi à son mindset à elle, dont je parlais tout à l'heure. Il faut renvoyer Justine à ses côtés. Peut-être, peut-être. Elle l'avait fait à l'époque avec Svitolina, et ça avait très bien marché, mais voilà, il faut avoir le temps de le faire. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Oui, parce que Svitolina, elle est passée aussi par ici. Oui, tout à fait. Ouais. Et aussi... Hans Jaber. Ah oui, il y a quand même eu du beau monde qui est passé... par ici. Eh bien, écoute, c'était toujours aussi intéressant, Olivier, de t'entendre parler. C'est vraiment chouette. Je laisserai à Raphaël le soin de parler des garçons. Mais tu suis aussi un petit peu l'actualité du tennis masculin ? Je suis un petit peu, oui. Mais je connais moins bien, je l'avoue, mais je suis aussi le tennis masculin. On a beaucoup de garçons ici, et notamment ce jeune Danois qui promet beaucoup. Donc c'est important de suivre pour voir l'évolution du tennis masculin aussi, et les spécificités, même s'il en est encore très loin, et que là on est sur les bases du tennis, et que même déjà à cet âge-là c'est assez différent. Donc je pense que c'est important de suivre l'actualité. Alors, je ne suis pas l'actualité pour savoir qui a gagné telle chose, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment évolue, dans quel sens évolue le tennis masculin, dans quel sens évolue le tennis féminin, pour ensuite pouvoir préparer les joueurs de l'académie au mieux par rapport à cette évolution-là, Oui. Et c'est ça qui nous intéresse, et c'est ça qui est très riche dans les échanges que je peux avoir avec toi, et donc je te remercie infiniment, et je reviendrai te voir à l'académie ici de Justine Hénin pour parler de ces matières qui passionnent beaucoup de gens. Merci infiniment, Olivier, d'avoir été mon invité. Je te souhaite bon courage avec tous ces jeunes. Merci Christelle, moi je suis toujours aussi content de partager ce moment avec toi. C'est gentil. C'est très agréable et très intéressant, donc avec plaisir, à une prochaine fois. Merci beaucoup, et merci à vous tous d'avoir été fidèles. À très bientôt. Ciao. Au revoir.